Je reconnais vraiment à cette série la capacité à faire une bonne accroche en début de saison, parce que à chaque fois, il y a un épisode qui arrive vraiment à m'agripper là-dedans et qui me donne envie de tout suivre jusqu'au bout. C'était le cas avec la saison 1, pareil avec la saison 2, et pareil avec la saison 3. Ça change pas, ça. À l'heure qu'il est, j'ai pas encore vu les réactions par rapport à ma réaction sur le final de la saison 2. Donc... J'aimerais juste te dire que ouais, si vous aimez ça, je vous attaque pas personnellement, etc. Mais c'est juste que ouais, quoi, il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup trop expédiés et qui auraient largement mérité d'avoir plus de développement ou plus d'explications, c'est clair et net pour moi. Et c'est un problème assez important, hein. On peut pas dire « Ah, mais dans le livre, c'est justifié ». Non, je suis pas le livre, je suis la série, s'il vous plaît. Cela dit, on va pas trop en parler tout de suite, et se centrer, comme d'habitude, sur les sous-intrigues qui, pour l'instant, n'ont pas de lien avec l'intrigue centrale, mais qui finiront par en avoir, semble-t-il. Et en commençant par Jon Snow, qui a toute une première partie, hein. Les 10 premières minutes sont centrées sur lui et ce qui se passe du côté d'Outre-Mur. On commence déjà avec Sam qui se fait sauver de justesse par le reste du groupe et qui se rend compte que oui, maintenant les marcheurs blancs sont en route et il faut faire vite, il faut qu'on se redirige vers le mur, les remparts, etc. Et donc on va laisser Jon Snow dans sa merde apparemment. C'est un petit peu... c'était un peu prévisible, hein. Je sentais clairement qu'il allait devoir se débrouiller tout seul avec les sauvageons, celui-là. Jon Snow, dont au passage, le loup s'intéresse, semble-t-il, plus à sa garnison qu'à lui-même, en fait. Hein. Il a aidé Sam à se sauver et apparemment il rentre avec la garnison, quoi. Il se dit, ok, je le reverrai à un moment donné, Jon Snow, le ghost, fantôme, comme ils disent. D'accord. Bien, bon, Jon Snow donc est amené au camp des sauvageons. À nouveau, j'ai pas de top terme pour l'instant. Ouais, on voit qu'il est pas très bien accueilli parce que ouais, les gens n'aiment pas les corbacs ici. On lui jette des pierres, on les calme un petit peu. Et ouais, à un moment donné, il croisera un géant. Un vrai géant pur souche, pas comme Hodor qui, d'après ce que j'ai compris, a du sang de géant, mais pas complètement géant. Il me semble, hein, j'essaye de suivre un petit peu les détails, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont données au compte-gouttes, et c'est difficile de tout saisir, hein, une fois de plus. Donc, on montre rapidement qu'il y a un géant dans le coin, donc ça devrait jouer un rôle, j'imagine, sinon ce serait juste pour le visuel et je pense pas qu'il se permettrait de faire ça. Et donc il est amené devant Mance, le mec en charge, qui est un ancien Kirkback comme ils disent, et apparemment, je me suis complètement planté, ce n'est pas son oncle. Ou alors peut-être que c'est une double façade, parce que ça commence avec une façade, il croise quelqu'un, on croit que c'est lui, Mance, alors qu'en fait non, c'est un autre mec qui vient se pointer. Joué par un acteur assez célèbre que j'ai déjà vu avant. Il me semble qu'il a joué un personnage de méchant dans un film un petit peu horrifique aussi. Vous avez une fois de plus un casting 4 étoiles, pas mal de points sur cette série. Mais voilà, donc il se présente à Mance, il essaye de faire croire qu'il veut faire partie des sauvageons maintenant de ce groupe-là, parce que il essaye de jouer un petit peu sur ce qu'il a vécu, comme quoi son chef d'avant considérait pas que c'était grave qu'on donne des enfants aux marcheurs blancs, et pour lui c'est important de lutter contre les marcheurs blancs, et donc il estime que peut-être... ce groupe-là aura plus d'inquiétude concernant les marcheurs blancs et se dira oui, il faut les empêcher de nuire davantage que son groupe, sachant que bien entendu c'est un demi-mensonge. Je sens clairement que il suit le mouvement pour pas se faire buter, pour arriver à se survivre et se débrouiller. Mais voilà, c'est plutôt intelligent comme approche. Et pour l'instant, ça se termine un petit peu là, hein, où il est plus ou moins accepté. Et on verra un petit peu comment il sera... il s'imbriquera dans ce camp-là. Comment on l'assimilera ou pas dedans, on verra bien. Du côté de Daenerys, on la voit donc sur son navire en route vers la Terre. Enfin, pas tout de suite les 7 couronnes, parce que ces dragons ont beau commencer à grandir. Ces machins grandissent vite, ils le disent eux-mêmes.
Mais c'est pas suffisant, hein. C'est pas encore des grandes bestioles prêtes à tout défoncer sur leur passage. Donc, il faut qu'elle se fasse une petite armée pour ça. Et il existe des gens qui s'appellent les Immaculés. C'est leur nom français, en tout cas sur la, sur la VOST, qui seraient de bons guerriers. C'est des guerriers esclaves, comme on dit, des gens qui sont entraînés pour être des guerriers sans aucune conscience, à peu de choses près, et qui travailleront bêtement pour la personne qui les achète. Ce qui fait que ouais, ça doit être des guerriers très difficiles à combattre. C'est présenté dans une scène que j'ai bien appréciée, où il y a un jeu de traduction. La personne qui présente ça, c'est pas quelqu'un qui parle une langue que connaît Daenerys ou Jorah, et donc il y a une traductrice qui essaye de faire avec le fait que le mec en question n'est pas quelqu'un de très poli, hein. Il y a ce côté-là. C'était plutôt bien fait, ça montre la considération qu'on a pour elle. Sachant que ça la répugne un peu d'avoir recours à ce genre de méthode pour arriver à ses fins, Daenerys. D'autant plus qu'elle apprend que pour entraîner ses soldats, on a fait un truc super... super cru une fois de plus. Je sais que c'est pour appuyer l'univers, je trouve que c'est appuyer un truc grave, juste pour faire du truc grave. Il fallait faire en sorte qu'ils tuent un bébé dès lors qu'ils étaient assez jeunes pour leur en ôter toute conscience. Et donc, pour chaque guerrier immaculé, il y a un enfant qui a été assassiné sauvagement. Voilà, c'est bien, je pense que vous auriez pu faire passer ça autrement, mais bon, c'est histoire de dire, ah, c'est moralement super douteux, une fois de plus, je m'en serais rendu compte sans ça. Bref, c'était quand même très bien sur le principe, et on renvoie pourquoi elle doute un petit peu Daenerys, mais Jorah lui dit que, vous savez, que vous acceptiez d'engager ces soldats ou pas, ça changera rien au fait qu'ils seront engagés par quelqu'un. Donc, si c'est vous qui les engagez, ils seront utilisés à meilleur escient, de façon plus juste. C'est un très bon point de vue de sa part. Et c'est là qu'elle rencontre une jeune enfant qui fait mine de s'amuser avec elle, mais qui en fait était quelqu'un qui voulait l'empoisonner avec une espèce de scorpion caché dans une espèce de fausse balle. Alors, c'est quelqu'un des conjurateurs. Elle fait partie des conjurateurs. Enfin, c'est Warlocks qui disent en anglais, le sous-titre disent conjurateurs. Est-ce que... Une fois de plus, je suis censé savoir de qui il s'agit. Il y a tellement de trucs, tellement de factions. Au bout d'un moment, je me dis, attendez, j'ai loupé un truc ou est-ce que ça a jamais été présenté avant? Il faut que j'assimile ça en plus. Je ne sais pas. En tout cas, ouais, c'est... En fait, c'est une fausse forme, cette fille, apparemment, c'est quelqu'un qui a pris une forme de fille qui s'est évanouie en fumée, et elle se fait sauver de justesse, Daenerys, par... Alors, je vais essayer de me souvenir de son nom, Selmy. Selmy, si vous vous souvenez pas, c'est l'ancien garde royal qui servait Robert Baratheon, mais qui a été viré après sa mort. Et apparemment, il veut regagner en loyauté et servir à la reine légitime en ayant suivi ses pas, et maintenant, il lui jure allégeance. C'est cool, j'avoue que j'apprécie bien ce personnage dans la saison 1. C'est sympa de le faire revenir après une saison, c'était cool. Et ça se termine là, c'était vraiment pas mal, hein, que ce soit Daenerys ou Jon Snow, il y avait vraiment une progression intéressante de ce qu'ils voulaient faire, de ce qui leur tombait dessus, etc. J'ai bien apprécié ça. À nouveau, j'espère que les conjurateurs, ça sera plus fluide dans la narration, ça passera de façon à ce que je comprenne un peu ce qui se passe avec ça, pourquoi ils veulent faire ça, etc. à un moment donné. Mais en dehors de ça, c'était quand même bien sympa. Bon, maintenant du côté, une fois de plus, de l'histoire centrale, entre guillemets. Très rapidement, on va reparler de Stannis et surtout de son chevalier oignon qu'on a présenté il y a quelques temps. Et je me doutais bien, après ce qui s'est passé dans l'épisode 9 de la saison 2, qu'il allait survivre. Et il a survécu, il a échoué sur une espèce de petite île de pierre
pas très accueillante, mais il a été sauvé par le chef pirate qu'on avait vu dans la saison 2, qu'il avait recruté, qui est un ami à lui. Il le renseigne sur la situation, comme quoi Stannis a été ramené chez lui, on sait pas trop comment, on n'explique pas comment. Une fois de plus, je suis désolé, mais si vous le montrez pas, pour moi c'est un gros manque, quoi. Il est en plein champ de bataille. Comment se fait-il que personne fasse gaffe à ça, putain? Bref. Il a été ramené, il pense ses plaies, et maintenant il suit aveuglément toutes les consignes de la sorcière Mélisandre, qui lui ordonne de faire brûler à peu près tous les impies, tous les infidèles qui ne veulent pas accepter la nouvelle religion. Ça lui plaît pas trop, il se dit ah mon Dieu, mon roi que je respecte a viré mal, faut que je revienne pour l'avertir, et il essaye, ça marche pas. Il y a Mélisandre qui dit à un moment donné, vous savez que tous ces gens qui sont morts sans que ce soit de ma faute, je suis pour rien, et ben j'aurais pu les aider si j'avais été là. Et comment tu peux expliquer espèce de mytho, va. Bref, elle dit ça et elle essaye de rejeter la responsabilité des problèmes de Stannis sur le mec. Et ouais, il se fait capturer et ça montre que Stannis maintenant ne fait plus gaffe à lui et n'écoute plus maintenant que Mélisandre. C'est histoire de dire que dans la saison 2, il arrivait quand même à garder un peu de pensée par lui-même et de compréhension des choses sans trop juger, mais maintenant il est totalement manipulé et il n'y a plus rien à faire pour lui, il est perdu, c'est plus que la marionnette de Mélisandre. C'est histoire d'appuyer ça. J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que le chevalier Ognon va pas avoir plus d'importance que ça après. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il sera sauvé des flammes, du bûcher qu'on lui prévoit, parce que je vois pas pourquoi on prévoirait pas de le faire cramer comme les autres celui-là. Et ouais, c'est juste histoire d'appuyer ça, quoi. Mais si c'est juste pour avoir une marionnette aux mains de Mélisandre, je le dis, c'était pas particulièrement la peine de garder Stannis. Hein. On aurait pu faire en sorte que Mélisandre prenne le relais et contrôle un peu tout sans que Stannis soit aux commandes. Mais j'imagine que c'est plus important, c'est assez important quand même de garder une espèce de figure qui a un droit de légitime sur le trône pour ça. Ok. Je sais pas, je pense que j'aurais quand même, je leur dis, été plus satisfait s'il y avait vraiment une conclusion sur cette attaque finale, quoi. Une vraie conclusion sur la grande attaque de l'épisode 9 de la saison 2, plutôt que de dire ouais, c'était une grosse défaite, mais les responsables, le grand responsable a réussi à se barrer hors champ et on va continuer avec lui qui existe, mais une dynamique un peu différente, ça va pas être les mêmes règles. Ok. C'était pas non plus sensationnel, hein, je trouve. Je trouve que Mélisandre est très intéressante comme personnage, vraiment. Le fait de garder Stannis, je pense pas que ça rajoute beaucoup de choses. Voilà, c'est histoire de dire. Du côté de Port-Réal, où on se centre majoritairement une fois de plus, on va voir pas mal de choses, principalement autour de Tyrion, mais d'autres petites choses aussi. On commence par Sansa qui... J'avoue que j'ai pas très bien compris. J'ai le sentiment que ils voulaient faire passer un truc dans l'épisode précédent sur lequel ils ont voulu se rattraper dans cet épisode en fait. Ce qui fait que ouais, je retire un tout petit peu ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, mais pourquoi il y avait ça dans l'épisode précédent? Bon, je m'explique pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est que dans l'épisode précédent, il a dit « Oh, ma place est à Port-Réal » et elle a tourné le dos à Baelish lorsqu'il lui a proposé un moyen de se tirer de là. Ok. D'accord. Je trouve que c'est un peu con comme mouvement, mais ok. Et là, maintenant, elle dit, en fait, oui, je veux participer à votre plan, dites-moi quoi faire. Pourquoi vous avez fait cette espèce de cassage à la fin où elle dit, je veux pas partir, ma place est ici, pour dire en fin de compte, bah en fait, je veux partir, ma place n'est plus là. C'était quoi ce délire? C'est quoi cette transition de merde? Si encore c'était entre deux épisodes, je me serais dit ok, très bien, elle est pas sûre d'elle, etc. Mais c'est entre une fin de saison et un début de saison, c'est le genre de choses qui gênent un petit peu pour moi.
Vous voulez faire cette espèce d'effet, ah, je suis pas sûr de trop quoi penser au début, donc je dis quelque chose juste histoire de faire bonne figure, mais en fait je me ravise. Ok, entre 2 épisodes au sein d'une même saison, d'accord, mais 2 épisodes séparés comme ça, je trouve que c'est pas malin de faire ça comme ça, pas malin. Enfin bref, elle est prête à suivre ses plans. Il y a la prostituée principale qui maintenant l'accompagne partout à Bellish, qui vise à hacher de faire gaffe. Hein, il pourrait vouloir s'en prendre à elle, lui faire du mal, donc fais gaffe à lui quand même et protège-la. Ok. Maintenant, Shay, c'est sa grande protectrice à Sansa, semble-t-il. À nouveau, hein, pour ce qui a été montré, je trouve pas que ça apporte grand chose, mais peut-être par la suite. Bref, ça c'était le petit détail. Tyrion de son côté est pas super joasse d'être mal considéré après ses faits d'armes. Alors j'ai le sentiment que ça veut un petit peu singer, entre guillemets, la réaction du public. C'est-à-dire quoi, après les hauts faits d'armes qu'il a fait et tout le mal qu'il s'est donné pour participer au royaume en tant que main du roi, maintenant on le considère comme une merde et lui il considère que c'est pas juste. Moi aussi, je considère que c'est pas juste, surtout de la part du peuple qui se fait pas trop entendre en fait. Mais bon, à nouveau, ça pourra se rattraper dans un épisode futur, mais bon, ça essaye de rebondir là-dessus de façon un peu intéressante, où Tyrion est un peu frustré de ne pas avoir la reconnaissance qu'il mériterait avec ce qu'il a fait. Il a une conversation avec sa sœur qui n'amène pas à grand-chose, histoire de dire, bon, ils sont toujours aussi suspicieux l'un envers l'autre. C'est sa sœur qui dit que apparemment elle pourrait le faire tuer quand elle veut, semble-t-il, en tant que reine alors que lui n'est plus main du roi. Et pourtant elle le fait plus parce que voilà, alors qu'elle voulait le faire tuer dans le champ de bataille, semble-t-il une fois de plus. Ce qui est un petit peu bizarre, mais j'avoue que une fois de plus leurs interactions sont sympathiques, mais ce qui est plus intéressant, c'est le fait qu'ils viennent un peu se plaindre à Tywin. Tywin qui l'accuse un peu d'avoir rien glandé durant son séjour ici en tant que main du roi, ce qui est un petit peu fort de café parce qu'il n'a pas grandement participé à l'effort de guerre. Et sans lui, je pense que le fort serait tombé. Je sais pas, je sais que on est dans un monde où les honneurs reviennent pas forcément à ceux qui les méritent le plus et tout, mais je trouve que Tywin est un petit peu trop... je te concède presque rien en fait, alors que dans la saison 1, en fin de saison 1, il avait compris l'intellect de son fils. Il commençait à avoir un début de reconnaissance envers ce fils qu'il a renié pendant très longtemps, parce qu'il a compris qu'il pouvait faire preuve de bonne réflexion. C'est pour ça qu'il lui a confié momentanément son rôle de main du roi. Là, il le considère comme une merde en disant « Ouais, t'as rien glandé pendant tout ce temps, je me suis pas renseigné, semble-t-il. » Et en fin de compte, ouais, t'auras des titres, je ferai en sorte que tu sois mieux logé, etc. Mais t'attends pas à être considéré comme un bon membre de la famille Lannister, t'es toujours une monstruosité, c'est ta faute si ma femme est morte, etc. Ok, je sais pas, il y a 2 poids 2 mesures que j'ai du mal à comprendre là sur le coup. Alors, c'est par rapport à la continuité avec l'épisode d'avant. Cela dit, sur le coup de l'épisode, c'était quand même bien foutu cette espèce de tension entre les deux, hein, sur ce moment-là. C'est le petit problème de continuité, hein, enfin dans ce qui a été montré avant et maintenant qui me pose légèrement problème. C'est pas non plus affreux parce que c'est pas non plus comme si c'était ultra poussé dans la saison 1, mais ouais, c'est un peu dommageable ça, un peu dommageable. Mais globalement c'était quand même bien de montrer Tywin qui est implacable. Une fois de plus, apparemment, il a prévu un autre plan pour s'occuper de Robb en le laissant avancer sans avoir de grosses résistances. Semble-t-il, c'est pour ça qu'ils ont plus de combats, hein, comme c'est montré rapidement. Donc, ouais, ça justifie un peu le fait qu'il reste ici en tant que main du roi. Et oui, une fois de plus, on a un petit peu de peine. On suit un petit peu Tyrion là-dedans, qui est le personnage auquel on s'identifie le plus, c'est évident. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est bien réussi. Un truc que j'ai trouvé également bien réussi, c'est tout le passage avec Marjorie, qui est donc la nouvelle future fiancée du roi, enfin nouvelle fiancée, hein, future reine,
et qu'on voit se balader dans les rues pauvres du coin en calèche pour je ne sais quelle raison. Honnêtement, pourquoi le roi veut se balader en calèche en étant totalement protégé juste pour voir je sais pas, la pauvreté du coin? Je sais pas trop. Honnêtement, c'est une espèce de devoir royal. On doit se balader dans les rues de Port-Réal pour montrer quelque chose. Si c'est pour montrer juste qu'on est protégé dans... Enfin bon, c'est un détail ça. Le fait est que Marjorie a décidé d'arrêter un petit peu... c'est pas la calèche, hein, c'est pas exactement ça, c'est... je sais pas comment on appelle ces machins, c'est une espèce de pseudo calèche mais porté par 4 mecs. C'est particulier. Bref, Marjorie décide de s'arrêter pour aller voir un orphelinat et pour réconforter un petit peu les enfants qui sont dedans. Et on voit qu'elle sait bien trouver les mots, elle essaye de les aider. Et même si je sens clairement qu'il y a, il y a un dessin un petit peu personnel là-dedans, c'est quand même cool de montrer un peu ce genre d'attention sympathique envers des petites gens de la part de ce personnage. Et si ça se trouve, peut-être que c'est moi qui vois le mal partout et qu'elle a un côté sincère là-dedans. Elle veut un petit peu aider le peuple parce sait faire preuve d'empathie. Je trouve qu'elle brille bien dans cet épisode. Voilà, donc Geoffrey est un petit peu interloqué par ça, et c'est surtout Cersei qui dit faites gaffe, hein, la populace dont j'aime pas trop. Et, elle comprend un petit peu que elle se doute bien que Marjorie a des buts secrets cachés derrière, quoi. C'est pas juste pour être gentil. J'ose espérer que peut-être il y a un peu de ça. J'avoue que Marjorie, pour l'instant, n'a pas été grandement développée, à part le fait qu'on a dit à quelques reprises qu'elle veut devenir reine. Voilà, on a dit à quelques moments, ah, j'aimerais être reine, et ben voilà, elle l'est, mais on ne sait pas trop pourquoi elle veut être reine. Qu'est-ce qui la pousse à devenir reine? Peut-être parce qu'elle a envie d'œuvrer pour le bien, peut-être parce qu'elle veut juste être bien considérée et être bien vue par tout le monde, c'est pour ça qu'elle donne une bonne image, c'est la politique, ça aussi. Donc ça on verra, mais c'était cool quand même ce petit moment où elle essaie de tirer son épingle du jeu, où on a deux réactions assez différentes. Cersei qui se méfie, qui se dit qu'elle veut se mettre le peuple dans sa poche, et Geoffrey qui trouve ça un peu bizarre, mais qui se dit ok, très bien. Genre, je suis un petit peu méfiant, mais en fin de compte, c'est pas grave. Elle fait bien ce qu'elle veut, hein, de toute façon, je m'en fous. Un grand roi, une fois de plus. Cela étant, c'était quand même un bon moment pour Marjorie, et j'avoue que là, elle a vraiment piqué mon intérêt. Jusqu'à présent, elle me laissait un petit peu de marbre, elle avait une gueule sympa, mais c'est tout. Là, elle commence un peu à piquer mon intérêt, Marjorie. Donc, j'ai l'impatient de voir comment ça se goupillera par la suite. C'était un bon épisode pour démarrer le truc. Une fois de plus, vous faites de très bons premiers épisodes dans vos saisons, et je suis bien pris dedans. Il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas poursuivies, mais il y avait quand même beaucoup de choses à raconter là-dedans et ça se suivait bien. On verra ce qui se passe par la suite. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!